nous, on est convaincus que chacun d'entre nous a une énorme création de valeur à apporter au monde et au monde professionnel, et que si on accompagne chacun à être capable de créer de la valeur dans les environnements qu'il choisit, puisqu'on est toujours sous contrainte, on peut espérer vivre ensemble des aventures beaucoup plus agréables et beaucoup plus impactantes. Et quand on accompagne l'individu à cet endroit-là, on finit par accompagner le collectif. Et donc, notre métier aujourd'hui, il est d'accompagner toutes ces transformations liées aux évolutions sociétales, réglementaires, techniques, en formant et en conseillant nos clients. Et donc, on développe l'agilité professionnelle dans le sens culturel du terme, et pas dans le sens informatique ou digital du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agilité ou les méthodes agiles, elles sont beaucoup entendues à l'endroit de l'informatique. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant ce qu'ils ont développé et on peut s'en inspirer. Des entreprises comme Leroy Merlin, je ne sais pas s'il y a des personnes de Leroy Merlin, mais ça a fait 4-5 ans qu'on accompagnait des entreprises. L'entreprise a des endroits très précis. Ils ont créé pour accompagner les méthodes agiles informatiques, ils ont créé des groupes, ils appellent ça en squad. Et donc, ils ont créé des micro-équipes qui peuvent développer la micro-compétence d'agilité professionnelle en tant que posture. Donc, on vient bien différencier aujourd'hui l'agilité professionnelle comme une compétence de posture et une compétence d'interaction, plus qu'une compétence informatique. Même si on avait le temps, on aurait le temps de voir que les deux sont liés. Donc là, nous, on parle d'une transformation de fond sociétale qui est induite par l'ensemble des changements du monde que chacun connaît. Et on trouvait intéressant de remettre la définition, puisque quand on parle de transformation, en fait, on parle de l'accélération d'un processus qui existe pour en réinventer les codes. Et donc, c'est bien là qu'on se situe tous, on voit bien qu'on est en train de réinventer les codes et que le processus de ces nouveaux codes, il est en accélération. Donc, comme on voyait juste avant qu'en plus, on augmente la vitesse de tout en ce moment, eh bien, en fait, on voit bien que les codes culturels autour de cette compétence d'agilité professionnelle évoluent très fortement. Et donc, on a envie de vivre, de consommer, de travailler différemment. Et ça amène au-delà de la transformation, ce que nous, on appelle la transformation culturelle. Donc, si on reprend la définition, de la culture, c'est l'ensemble des connaissances, des valeurs et des comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise ou d'une société d'ailleurs, en étant partagés par la plupart des membres qui la constituent. C'est intéressant parce que là, on est vraiment sur des choses qui sont assez impalpables. Donc, on est en train de parler ici d'un sujet qui est de l'ordre du subtil, parce qu'il va se matérialiser par des comportements. On peut les nommer, mais c'est quand même quelque chose qui est assez implicite et qui n'est pas si facile à travailler. Puisque quelles sont les valeurs de fond qui sont en train de changer de notre société, qui amènent à changer drastiquement la valeur travail, la valeur d'engagement, etc. On le sent tous, ça. Je pense que quand on parle de ça, ici, on ne réinvente pas. Le sujet, c'est comment on arrive à mettre des mots dessus et comment, en tant qu'entreprise, on arrive à accompagner cette transformation qui va vite pour faire en sorte qu'on perde le moins de collaborateurs dans cette transformation culturelle qui arrive. Donc, nous, on a voulu vous mettre ici en tout cas une partie des éléments qui constituent cette transformation culturelle, parce que c'est tous les endroits où vous pouvez agir. Donc, on parle des rites et des rituels. Ils changent. Les rituels, les rythmes qu'on avait avant, quand on les revoit, nous, on s'aperçoit que dans la plupart de ces rites et rituels sont adaptés à des besoins antérieurs. La manière dont on anime des réunions aujourd'hui, le plus simple, c'est de vous poser la question, dans combien de réunions vous sentez-vous vraiment à votre place productif en ayant gagné du temps au travers de cette réunion? Nous, quand on pose la question, c'est assez peu fréquent que les gens nous disent que dans les réunions qu'ils ont, ce sont des réunions qui leur ont apporté plus qu'autre chose. Parce qu'on est passé
d'une ère de l'information à une ère de la contribution. On n'a plus envie forcément d'être en réunion d'information, ça va trop vite, on a trop d'informations à passer, on passe trop de temps en réunion, on a envie que ça change. Les rites et rituels managériaux, encore une fois, avec le Covid, on a bien vu que les rites et les rituels managériaux ont énormément évolué avec le télétravail. Donc ça, c'est encore quelque chose de visible. Mais aujourd'hui, quand on prend les jeunes générations, alors j'aime pas forcément stigmatiser là-dessus parce que je pense que on est tous en train de bouger, on a tous des attentes différentes par rapport au travail, même si la jeune génération ne fait plus de concessions, là où peut-être que les générations intégrées en font encore quelques-unes. Mais dans le fond, si on s'écoute, nous non plus, je dis nous parce que j'en fais partie, nous non plus, on n'a plus envie de faire de concessions. Et on n'a plus envie d'être dans une réunion ou d'être dans un entretien annuel, un entretien managérial qui ne fait plus sens pour nous et qui ne répond plus à ce dont on a besoin, nous. Donc, c'est-à-dire que ces rites et ces rythmes, ils changent. Les symboles identitaires, à quoi je vais m'identifier en tant que collectif, ça bouge. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans l'entreprise à mission. C'est ce qu'on peut voir dans le retravail des valeurs, etc. À quoi on se raccroche quand on se raccroche à notre collectif? Ben ça bouge. Et le grand risque actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent sur des labels Bicorp ou autres labels RSE ou humains. On a des entreprises qui se mettent entreprises à mission, mais qui ne le font pas comme un symbole identitaire, qui le font comme un outil marketing. C'est une stratégie comme une autre, mais elle ne répond pas à la transformation culturelle. Elle ne répond pas aux besoins que les hommes ont d'avoir envie de venir travailler chez vous, d'avoir envie de s'engager auprès de vous, et donc de dérouler une feuille de route que vous auriez identifiée et affinée avec eux. On a la même chose avec les codes vestimentaires qui changent les réunions, les heures de travail, les processus décisionnels, la communication, les activités sociales. Alors, si vous avez des questions, je peux en dérouler l'un ou l'autre, mais c'est vrai que je ne peux pas tous les faire aujourd'hui, sinon on n'aura pas le temps d'arriver dans la compétence d'agilité professionnelle qui nous importe. Mais ça veut dire qu'en dessous, donc là, c'est des endroits où vous pouvez agir. Donc, que vous soyez dirigeant, manager, mais même collaborateur. Si vous êtes collaborateur et que vous êtes dans une réunion qui vous ennuie, alors, il faut trouver la forme pour le faire, il faut trouver le moment pour le faire, mais vous avez le pouvoir de faire évoluer ces réunions. J'ai envie de dire que nous, là où on accompagne, on a plutôt 80% de réussite, même quand les gens ne sont pas décisionnaires. Après, il y a 20% de collectifs, d'organisations ou de personnes qui sont tellement réfractaires au changement et qui sont tellement incapables d'écouter à ce moment-là, que c'est tout, on n'y arrive pas. Mais en fait, vous pouvez faire évoluer en disant les choses de la bonne manière et avec la bonne forme. Voilà, donc c'est dans ce contexte de transformation globale et donc de transformation culturelle où les connaissances que nous avons envie de partager, les valeurs que nous avons envie de partager, les comportements que nous avons envie de vivre les uns avec les autres évoluent de manière très rapide et certains d'entre nous ont du mal à venir qualifier ces évolutions de comportement. Alors, quel est le lien que nous faisons entre transformation culturelle et agilité professionnelle? En fait, pour nous, l'agilité professionnelle, alors on l'a qualifié avec Michel Fender, qui, on trouve, écrit une phrase qui nous va très bien. C'est l'agilité, c'est la capacité à changer d'état dans un temps limité en fonction de différents facteurs. Donc, pour nous, l'agilité professionnelle, c'est bien la compétence que nous devons urgemment développer nous-mêmes pour nos collaborateurs, pour nos collectifs, mais aussi pour nos marques, la capacité à changer d'état dans un temps limité pour répondre à nos enjeux de place, comment chacun d'entre nous a envie de pouvoir garder une place dans laquelle il est utile, dans laquelle il peut être lui-même, dans laquelle il peut créer de la valeur. Comment on peut répondre à la complexité dans laquelle nous sommes et comment on peut répondre à un état de rapidité et de vitesse qui arrive. Donc, ce qu'on aime bien dans ce que Michel Fender dit, c'est que l'agilité est différente de la flexibilité par un caractère moins naturel. Donc voilà, pareil, c'est assez subtil de rentrer dans le contexte. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre la notion d'agilité professionnelle
Et donc, développer son agilité professionnelle à soi, en tant que dirigeant, manager ou collaborateur, c'est renforcer la performance de son équipe. Alors, quel lien on fait entre ces deux sujets? C'est que quand vous portez un projet et que vous-même, vous avez une difficulté à modifier votre manière de faire, à modifier votre comportement dans un temps limité, en fonction des facteurs qui vous arrivent, vous devenez un élément limitant de la création de valeur individuelle et collective. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? L'entreprise vous annonce qu'un nouveau concurrent arrive, qui maltraite beaucoup le business model et que donc la stratégie va devoir changer. La stratégie change et donc vous identifiez que les 3 critères prioritaires ne sont plus les mêmes que le mois dernier. Or, vous aviez tout mis en place dans ce sens-là. Je suis sûre que ça a pu vous arriver, en tout cas nous on le voit souvent. L'agilité, c'est la capacité déjà à se gérer soi-même dans « waouh, j'ai mis une énorme énergie à déjà mobiliser tout le monde ». Et à trouver voilà, une manière de faire, une stratégie qui soit à notre niveau de service, à refaire des indicateurs qui puissent faire, à réorganiser le travail dans ce sens-là, éventuellement à bouger des réunions. Et puis là, il va falloir que je le rebouge dans un temps limité. Nous, ce qu'on voit, c'est parfois la difficulté même du manager à accepter que lui, il doit vivre cette transition-là et que moi, pour la vivre très souvent, alors en fait, on vit aussi des émotions et qu'en fait, la lassitude, le dégoût qu'on peut éprouver à se dire le dégoût dans le sens je suis dégoûtée, quoi, je viens de faire un énorme boulot qui finalement ne va pas servir. Je suis lasse de rechanger encore une fois. Je suis en colère parce qu'on aurait pu l'anticiper. La frustration, effectivement, je vois la frustration énorme d'un temps perdu. La tristesse de s'éloigner de quelque chose qui nous parlait plus. Toutes ces émotions-là, en ce moment, on en vit beaucoup. Il y a un superbe article qui est sorti ce matin, d'ailleurs, sur la lassitude de tous ces gens qui aiment construire en ce moment dans cet environnement, qui est un vrai sujet. Et la fatigue de ça, elle est liée à un sujet de transition sur lequel on doit développer cette capacité d'agilité. Et nous sommes convaincus, et on le vit tous les jours, que dans tout ce travail qu'on a fait, la plupart du temps, on peut en garder 80%. Et on a 20% qui vont bouger. Et oui, il faut le remettre. Et en même temps, à chacun d'entre nous et à chacun de nos collectifs d'aller trouver les ressources pour le faire. Pour ça, il faut prendre le temps de connaître son collectif pour connaître ses ressources. Je vais donner un exemple. Sur cet exercice de on change ma stratégie. Si j'ai une équipe qui est très tournée vers la sécurité, on a besoin d'être en sécurité. Et en fait, ce changement-là vient toucher notre sécurité. Ça veut dire qu'il est urgent de reprendre des temps, même si on n'a pas le temps, des réunions où on vient remettre en sécurité le collectif. Parce qu'à partir du moment où chacun, alors déjà vous en tant que manager, mais ensuite aussi chaque personne en tant que collaborateur aura pu prendre le temps d'exprimer ce qu'il mettait en insécurité, en fait, ensuite, on note, on trouve des solutions et on dit bon, ça, on ne peut pas le régler, donc il va falloir vivre avec ça. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Oui, non. À ce moment-là, je peux faire le choix de rester ou de partir. Dans l'agilité professionnelle, il y a aussi la question de pouvoir partir quand c'est trop pour moi ou quand ça ne correspond plus à ce dont j'ai profondément besoin. Mais la plupart du temps, on peut reconstruire. Quand tout le monde a émis ce qui mettait en insécurité, on peut mettre des petits plans d'action pour gérer cette insécurité et remettre tout le monde en énergie. En revanche, si le sujet, c'est la bienveillance, c'est-à-dire que ce qui unit notre collectif, c'est la responsabilité, c'est l'honnêteté, c'est la relation vraie entre les individus, c'est ça qu'il va falloir aller chercher. La ressource, elle va être à cet endroit-là. Donc, il y a plein de composantes de cette agilité parce que ça peut être sur les besoins profonds d'aller remettre l'équipe en énergie.
Ça peut être sur la très bonne connaissance de soi et des autres pour se dire, bon, bah voilà, moi, dans une transition comme celle-là, j'ai besoin de me mettre en action, j'ai besoin de me mettre en réflexion, j'ai besoin de me connecter aux autres. Euh, euh, Chaque équipe et chaque individu est différent. Et donc, ça veut dire que nous devons adapter et comprendre cette compétence pour être capable de la mettre en œuvre de plus en plus régulièrement. Moi, en tant que dirigeante chez Valeurs et Valeurs, cette année, je pense que des mouvements forts, j'ai dû en opérer plus de 5, plus ou moins grands, à plus ou moins d'endroits larges dans l'entreprise. J'ai dû en mettre 5. Nous avons fait, je pense, plus de 6 séminaires depuis le début de l'année. Des séminaires entre une demi-journée et 2 jours. C'est du jamais vu dans notre équipe. Néanmoins, au vu de l'ensemble des transformations que nous avons vécues, pour pouvoir vivre à l'agilité, garder tout le monde mobilisé dans l'action et dans la contribution, on a dû prendre ces temps. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a aussi prendre le temps de penser à ça et de réfléchir ça pour remettre tout le monde dans sa capacité à changer d'état dans un temps limité en fonction de différents facteurs. Ok, donc, Marco, tu me dis s'il y a des commentaires. J'essaie d'être claire tout en regagnant les 20 minutes qu'on n'a pas, qu'on a perdu pour rester dans les timings. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander des exemples plus précis si vous en avez besoin. On voit. Donc ce que nous, on veut vous dire, c'est que l'agilité professionnelle, de toute façon, vous la vivez tous les jours, que nous, on pense que ça fait au moins 5 ans que ça pousse de plus en plus fort à cet endroit-là, qu'il y a des gens qui ont ça de manière plus ou moins naturelle, mais qu'à partir du moment où on devient las, où on est fatigué, on est très stressé, où on est surengagé, ça veut dire qu'on a un sujet d'agilité professionnelle. Et sincèrement, c'est pas grave parce qu'en fait, on nous l'a jamais appris cette compétence. Jamais on nous a appris à être aussi agile que ça. On nous a plutôt appris à se mettre dans des inerties et des fonctionnements inertes que des fonctionnements très, très agiles. Sauf pour ceux qui viennent du milieu de l'IT, où parfois on leur a vraiment appris à travailler justement avec des micro-objectifs, avec des méta-cadres et des micro-objectifs qui permettent d'avancer tout en étant capable de piloter et à changer dans des temps très limités. Donc pour nous, je ne sais pas s'il y a des DG ici, il y a plutôt des DRH. Quand on est DG, on sait que c'est important, on a parfois du mal à investir dans cette compétence parce que parfois, c'est une compétence assez innée chez les gens qui sont à ces instances-là, ou en tout cas dirigeants de créateurs. Parfois, chez les RH, on voit bien la difficulté à convaincre des comités de direction d'accompagner et de former les collaborateurs sur ces sujets-là. Mais pour nous, c'est aussi important de former qu'à l'époque, de former à l'ordinateur pour que les gens puissent suivre la transition ou de former aux outils numériques. Donc aujourd'hui, on accepte de faire des énormes processus de transformation coûteux en temps et en argent pour changer un CRM, un ERP, etc. Et c'est beaucoup plus difficile d'engager du temps, de l'argent et de l'énergie pour engager ce processus de transformation, d'évolution de la culture et donc des comportements. Et donc pour nous, on le voit et on le vit, en fait, l'agilité professionnelle, c'est un vrai levier de performance, c'est-à-dire que il y a vraiment du ROI à aller chercher qui peut se matérialiser vraiment en argent et en productivité, puisqu'en fait, l'agilité professionnelle, elle forme déjà au fait que nous, on se sente mieux et qu'on soit plus rapidement dans l'action et la création de valeur. Elle forme au fait qu'il y a un fonctionnement transverse, c'est-à-dire qu'elle décilote. L'agilité professionnelle décilote de fait, en fait, c'est constitutif à l'agilité professionnelle. Donc, ça permet de créer beaucoup plus de ponts à tous les endroits et donc d'améliorer la vitesse et les processus de décision, donc de gagner du temps, donc de gagner de l'argent à la fin. Cette agilité professionnelle, elle facilite l'innovation et les objectifs de qualité élevés. Alors pourquoi? C'est qu'en fait, l'agilité professionnelle, comme les gens vont beaucoup plus facilement dire pourquoi à cet endroit-là, ils ne sont plus OK.
Je vais essayer de vous donner un exemple pour que ça parle plus vite. Si par exemple, donc je vais rester sur cet exemple où je dois changer de stratégie. Je dois changer de stratégie, et là, j'ai une personne de mon équipe, qui me dit, «Moi, j'ai rejoint l'entreprise, pour cette mission-là, et donc en fait, là, je perds toute énergie parce qu'en fait, dans la nouvelle stratégie que vous portez, et bah, finalement, moi, je trouve qu'on perd complètement, notre mission, notre ADN et ce qu'on faisait. Donc je comprends complètement pourquoi on le fait, mais par contre, on perd notre ADN». Si cette personne est écoutée, et qu'on met en place un processus de construction d'une réponse qui puisse faire du «et», peut-être que c'est faisable et nous, à plein d'endroits, on le voit, et ben, en fait, on trouve peut-être une solution pour garder la mission et en même temps, intégrer cette contrainte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va écouter les gens, écouter ce qu'ils ressentent, écouter ce dont ils ont besoin par rapport à leur engagement individuel et collectif, plus on va aller innover sur la manière de répondre à la contrainte qui nous arrive. Pareil, je ne sais pas si j'étais assez claire et assez précise, donc n'hésitez pas à poser des questions, si besoin. Et surtout, cette agilité professionnelle, elle induit un plus grand engagement des salariés pour toutes les raisons que j'ai dit avant. C'est-à-dire que, quand moi je me sens, créateur de valeur, quand je sens que je ne suis pas bloquée par d'autres services parce qu'on est dans un sens commun, quand je sens que moi je suis, responsabilisée à mon endroit et que je peux parler, que je suis écoutée, voire même que ce que je vais dire va contribuer à ce qu'un mouvement se crée, bah, en fait je reste. Parce que j'ai envie, parce que je me sens utile à la cause commune. Et donc là, on revoit, je pense, un besoin profond qui est exprimé à l'ensemble de l'endroit de la société, de se dire: «Comment moi je peux contribuer à un petit mouvement qui aille vers quelque chose qui nous aille mieux?» Et donc ça, se former à l'agilité professionnelle encourage fortement et en tout cas impulse une grande énergie dans ce mouvement-là. Alors, on arrive sur l'agilité professionnelle en tant que telle. L'agilité professionnelle, elle nécessite que le salarié, il devienne acteur, hem, voire même qu'il devienne contributeur. Hem, donc il y a spectateur, il y a acteur, il y a contributeur. Hem, c'est la notion de mouvement et de place qu'on va laisser aux collaborateurs, hein, pour créer de la valeur là où il est. Pour être agile, il faut être conscient de sa place dans le système qui est l'entreprise. Conscient de sa place dans le système, ça veut dire que, on doit savoir pourquoi on fait les choses. Très souvent, on rencontre des gens qui nous disent: «Bah, moi je fais ça, mais finalement, à part créer un outil de reporting, pour mon chef qui l'utilise je ne sais pas comment, pour je ne sais pas quelle décision, pour je ne sais pas quelle répercussion pour notre collectif. Donc finalement, je ne sais pas bien à quoi je sers». Bah, il y en a beaucoup. Hem, la dernière fois, quand je travaillais avec une start-up qui, à Paris, qui travaille, dans les nouveaux logiciels d'éducation. C'est une start-up super engagée et cetera et je travaille avec eux justement sur la conscience de leur place dans leur système. Et une de ces personnes ultra compétentes, ultra engagées, quand je lui pose cette question: «Mais toi, à quoi tu sers et à quoi tu contribues dans le système?» cette personne s'est effondrée. Et c'est fréquent parce qu'on nous a rarement appris à nous dire qu'on servait à quelque chose dans le système. Et donc on a dû travailler une demi-journée pour qu'elle accepte qu'elle apportait de la valeur au système et qu'en fait elle était un rouage, ou en tout cas que son rôle était un rouage qui permettait que l'ensemble des rouages fassent avancer l'aventure collective. Souvent, quand je travaille avec des gens dans le marketing, la communication, même parfois les RH, ils me disent: «Bah non, moi je suis, nous on est des fonctions support, nous on n'a pas vraiment de voilà, notre place c'est de soutenir le système». Bah non, on n'est pas d'accord, nous. En fait, sans vous de manière, très précise, le système ne fonctionne pas ou fonctionne moins bien ou dysfonctionne. Donc quand un service marketing me dit: «Bah non, moi je peux pas avoir d'objectif en mon pouvoir parce que tu comprends, moi le marketing c'est une grande idée». Ou les RH pareil, je leur dis: «C'est pas vrai en fait, vous avez
en fait, a un vrai rôle et vous devez contribuer à ce que l'ensemble du système fonctionne. Donc, le conscient de sa place, on pourrait se dire que c'est évident. Nous, on peut vous dire que ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet. C'est loin d'être évident dans quasiment aucune des organisations qu'on a rencontrées. Donc, si vous posez la question à vous et à vos collaborateurs de « Est-ce que tu saurais me définir exactement quelle place tu as dans le système de l'entreprise ?» C'est pas si évident. Impliqué dans ses responsabilités, pour ça veut dire qu'il y ait des responsabilités qui soient extrêmement précises et connues. Si on fait un pas de côté, qu'on se dit que dans les responsabilités, par exemple, qu'on a personnellement, si je sais combien j'ai d'emprunts à payer pour payer la maison qui nous permet à moi et à ma famille de faire, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être impliquée dans le montant d'argent que je dois remonter et le fait que je dois le remonter quand même tous les mois. Donc, si je suis conscient que sans moi, on ne peut pas payer l'emprunt, que l'emprunt, il est de ce montant-là, et qu'on est 1 ou 2 à le payer, en fait, c'est beaucoup plus difficile de m'impliquer dans mes responsabilités. Donc, est-ce que vous d'abord, et est-ce que chacun d'entre vous sait exactement quelles sont ses responsabilités? Et je ne parle pas de responsabilité de j'ai en charge, moi j'ai en charge le recrutement, donc je suis là pour recruter. Non, c'est tellement large que c'est infini. Ça veut dire quoi être en charge du recrutement concrètement? Oui, désolée, je vois qu'il y a des gens qui s'en vont, aucun souci. On est en train d'enregistrer, donc si certains veulent avoir la présentation, on pourra vous la redonner. Et puis pour ceux qui nous connaissent, on adore les cafés, les thés ou même les bières en fin de journée, donc on pourra aussi en discuter. Je vais avancer parce que je vois l'heure qui tourne. Le troisième sujet, c'est la capacité à s'auto-organiser, à s'adapter rapidement à des conditions, des objectifs qui évoluent. Donc ça, c'est aussi de la méthode. En fonction de notre tempérament, on est plus ou moins câblé pour le faire facilement, mais en tout cas, avec de la méthode, on peut avancer. Et ensuite, il faut être proactif dans la recherche d'un équilibre contribution-rétribution. Et on voit que ça, c'est un équilibre en entreprise qui n'est pas facile sur qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, et qu'est-ce que, au-delà du légal et des cadres qui sont posés par l'entreprise, qu'est-ce que moi je trouve juste, moi, où j'ai envie de contribuer et comment j'ai envie d'être rétribuée. Et ça, c'est assez passionnant quand chaque individu se pose cette question-là, parce qu'on voit qu'en fait, l'argent est un sujet de base puisqu'on vient travailler pour avoir un salaire, pour justement pouvoir vivre notre vie à côté. Mais néanmoins, cet aspect de rétribution, il est loin d'être que financier. Et donc, quand on engage chaque individu, chaque collectif, chaque marque, en quoi on a envie de contribuer et comment on a envie d'être rétribué. Donc, ça peut être au niveau de l'individu et sa contribution de son salaire. Ça peut être une équipe avec les autres services. Comment j'ai envie d'être rétribuée quand moi je contribue. Je suis un service de système d'information. Je vais contribuer à ce que ça se passe bien. Je vais avoir des tickets, etc. Comment j'ai envie d'être rétribuée de cette agilité que j'aurai. Mais on peut le voir aussi au niveau de la marque, c'est-à-dire que en tant que marque, si nous, Valeurs et Valeurs, on contribue à quelque chose au monde, à quel moment on se sent rétribué à la hauteur de ce qu'on donne. Donc, à chaque fois, ces sujets-là, ils sont adressables à plein de niveaux. J'espère que je parle pas trop. Marco, il n'y a pas de questions? Non. Ok. Et donc nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là qui nous passionne et on s'est dit que on pourrait développer la liste, mais en tout cas, on a identifié 3 compétences clés à développer pour déployer l'agilité au sein de votre entreprise. Donc, la capacité à s'adapter dans un environnement en mouvement, la capacité à prendre des décisions de manière autonome, en accord avec soi, avec son entreprise et avec son équipe. Donc là, on parle d'interdépendance. Posez-vous la question rien que pour vous, en fait, de dire est-ce que parfois je ne prends pas des décisions déjà, j'ai du mal à prendre des décisions et je préfère que les autres les prennent pour moi. Ou je préfère que je vais accepter les décisions de mon entreprise, mais finalement, je m'aperçois qu'elles ne sont pas du tout en accord avec moi et que moi, je n'arrive pas à trouver un chemin pour faire du « et », voire j'arrive pas à partir alors que c'est profondément en désaccord avec qui je suis.
ou avec son équipe et les objectifs de son équipe. Et donc, le fait de prendre les décisions en accord, c'est vraiment un apprentissage. Voilà, et c'est assez méthodique, ça s'apprend. C'est des chemins en différentes phases, mais en tout cas, on a de la méthode et on peut développer ça en tant que compétence. Et ensuite, la capacité à s'organiser efficacement pour gagner en performance. Est-ce qu'il y a des questions à cet endroit-là? Non? Alors, il y a plein de réponses. Maintenant, nous, on va vous proposer, on va vous montrer comment on y répond, parce que j'imagine que c'est quand même un sujet. Mais il y a plein de manières d'y répondre, et je suis sûre que vous pouvez aussi, vous avez certainement déjà chez vous je suis sûre que vous avez déjà en vous, dans vos entreprises, des micro-réponses à apporter à ces endroits-là. En tout cas, nous, on va vous montrer la réponse qu'on apporte professionnellement. Alors, on est en train d'essayer de faire certifier notre réponse. On se heurte à un monde qui n'est pas très agile. Je ne sais pas si certains connaissent France Compétences, mais malgré des témoignages d'entreprises dans différents secteurs qui montrent que c'est vraiment évident de développer cette compétence-là, comme c'est une soft skills qui est assez impalpable, on a du mal à le faire certifier comme étant vraiment une compétence majeure à acquérir. Voilà. Mais donc, je suis sûre que vous avez des mouvements, et donc nous, on va vous présenter notre réponse. Donc, on intervient, nous, avec une solution qu'on appelle le value training, qu'on fait soit en intra, soit en interne. Donc, en intra, on peut adapter à l'entreprise un programme sur mesure en fonction du besoin et des urgences. Ou alors, il y a des personnes qui peuvent sortir de l'entreprise et venir travailler sur ces sujets-là. Et donc, pour nous, ça s'appelle le value training, c'est l'entraînement à sa création de valeur. Donc, il y a un peu un jeu de mots derrière, parce que le value training, c'est l'entraînement à prendre conscience de sa valeur et l'entraînement à prendre conscience de comment je crée de la valeur en fonction de qui je suis et de ma valeur à moi. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si c'est clair. Donc, c'est une formation qui est en 4 jours, 4 heures. Donc, en fonction de la maturité de chacun, il y en a qui prennent déjà, je reprends conscience que j'ai de la valeur. Il y en a qui arrivent à aller sur j'ai de la valeur et je crée de la valeur. Parce que ce sont des chemins qui peuvent paraître faciles sur le papier comme ça. Mais ce sont des chemins longs et quand même de profondeur si on y réfléchit, parce que même si on a réussi à poser des compétences, la capacité à s'adapter dans un environnement en mouvement nécessite une confiance en soi qui est très forte et assez différente de la confiance en soi qu'on nous a demandé de travailler dans l'environnement professionnel d'avant ou dans la société qui est encore existante. Donc, le value training, donc souvent c'est une parenthèse, on appelle ça une parenthèse, on aime bien dire que parfois il faut juste faire stop, se remettre un peu dans une bulle ou une parenthèse pour reprendre des forces, être capable de re-regarder les choses autrement pour mieux repartir ensuite, développer sa contribution individuelle à l'entreprise. Ah, ok. Il me reste 1 minute ? Oui. Ah, 8 minutes, ok. Je vais quand même donner très rapidement des exemples, parce que parfois on ne voit pas où ça peut se jouer, ce besoin d'agilité professionnelle, mais c'est des gens qui sont bien sur leur poste, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs et qui n'ont pas forcément compris qu'il fallait contribuer à la performance de l'entreprise, et que l'ère de l'hypercroissance économique, où on peut juste être sur des projets sur un temps assez long, sans besoin de rentabilité court, moyen ou long terme, mais décidé, en fait, ça, c'est plus possible. Comment on lui fait prendre conscience qu'elle a besoin de développer sa création de valeur ? On a une personne qui va occuper un nouveau poste de manager. On sait que les managers aujourd'hui sont très, très exposés. Tous les postes sont très exposés, mais tous les postes de lien, donc manager, RH, DG, sont des postes très, très durs en ce moment. Comment on se prépare à prendre ces nouvelles fonctions dans lesquelles on va être tiraillé dans de la complexité, de la vitesse et les mouvements de place. On a un super élément
mais hyper en vitalité ces derniers temps, comment on le remotive, comment on le réénergise, comment on le remet en selle pour qu'il reparte pour un tour. Ou alors, on a aussi l'entreprise à évoluer, on a un agent qui est plus à la bonne place, et comment on l'aide dans sa mobilité interne ou comment on l'aide dans sa mobilité externe. Dans l'agilité professionnelle, il y a aussi la capacité à accepter de bouger, avec la métaphore, je ne l'ai pas encore faite, de la gousse d'ail dans la mandarine, mais de dire que une mandarine, c'est super, une gousse d'ail, c'est super, mais quand on a une gousse d'ail dans une mandarine, en fait, à la fois, ça pourrit la mandarine, ça pourrit la gousse d'ail, tout le monde est mal. Alors que si on accompagne une personne qui, à un moment, se retrouve être une gousse d'ail dans une mandarine, si on l'accompagne à retrouver une gousse d'ail, tout le monde y gagne. Donc, la manière dont on travaille, nous, c'est déjà de se redire que chacun d'entre nous a une assise et une valeur. Avant même de penser à sa création de valeur, pour nous, c'est important de se redire qu'on a tous une valeur. Et chez Valeurs et Valeurs, on la travaille selon l'angle du plein potentiel, qui a un angle où vous avez en horizontal votre excellence, donc votre capacité à très, très bien faire les choses. Et ça, c'est unique. C'est-à-dire que quand on prend la somme de vos compétences et de vos expériences, plus la somme de vos talents, vous avez une zone d'excellence qui est unique. C'est précieux à conscientiser. Parce qu'en fait, quand parfois on voit d'autres qui prennent leur place, qu'on trouve brillants, et que nous, on se sent tout petit ou nul à côté, c'est difficile d'aller créer de la valeur alors que nous, on ne se sent pas forcément excellent quelque part. On ne s'autorise pas à penser qu'on peut être excellent à un endroit. Être excellent à un endroit, c'est pas être excellent partout. Et après, c'est l'énergie. Et Dieu sait qu'en ce moment, on est dans une période où il faut qu'on aille chercher notre vitalité. Donc, bien sûr, il y a le sommeil, bien sûr, il y a l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qu'il y a dans nos tripes. Donc, les valeurs et puis cette mission qui nous anime tous. C'est à quel endroit, moi, j'ai l'impression d'être utile. Donc, on parle d'entreprise à mission, on parle de mission de service, mais en fait, on a tous une mission à la fois professionnelle et puis une mission personnelle qui fait sens à notre vie. Je vous donne un très rapide exemple pour illustrer l'énergie de cette mission. J'avais un élément clé au commerce d'une entreprise. Arrive un nouveau directeur commercial qui vient processer pour développer la croissance. Ce collaborateur qui était l'élément clé commercial, en fait, lui, ce qu'il faisait kiffer, sa mission à lui, donc il avait un rôle de commercial qui faisait a priori très très bien, mais ce qu'il faisait kiffer, c'était d'enchanter le quotidien de tout le monde. Donc c'est un bout en train, il arrivait, il faisait le bout en train, il faisait un peu le pitre, mais ses clients adoraient ça. Et en fait, quand on lui a demandé de processer son nombre de rendez-vous, de processer sa méthode, etc., et on lui demandait de rendre des comptes sur un logiciel pour faire ça, en fait, il a perdu toute énergie, il a même fait une pancréatite. C'est-à-dire que même son corps lui a dit que c'était trop violent, à quel point il perdait sens dans son entreprise. Donc, on a retravaillé là-dessus, ils ont réussi à retrouver, à reconstruire avec son entreprise un terrain de jeu dans lequel ils ont pu trouver à la fois la remise en énergie, tout en restant dans la création de valeur. Donc déjà, comment je reste et comment moi, je suis à mon plein potentiel. Ce que vous avez en rose plus ou moins clair, c'est souvent là, nous, on est. En fait, la plupart des gens sont à cet endroit-là, alors que quand on est en pleine énergie, en plein potentiel, on est sur l'endroit le plus large. Donc, vous voyez, on a tous souvent du travail à faire, et je peux vous assurer que même moi qui travaille là-dessus, c'est un travail de tous les jours pour essayer de rester, pas tout le temps au maximum, mais en tout cas de développer un maximum ce potentiel. Et ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce dont je vous ai parlé, le plein potentiel, là, c'est votre petit diamant, c'est comment vous êtes un talent. Mais en fait, il faut apprendre après, donc on a des méthodes pour travailler comment moi je crée de la valeur à l'entreprise. Comment je crée une valeur et quand on utilise le mot de valeur, parce que c'est de la valeur financière, mais pas que, économique, mais pas que. Voilà. Et après, c'est comment on le communique. Parce que si on a compris tout ça, mais qu'on ne sait pas l'incarner, le communiquer, en fait, on gâche encore tout ça, ou en tout cas, on ne contribue pas à apporter à nous-mêmes, à nos collègues et à tout le monde l'entièreté de ce qu'on peut apporter. Et nous, on a l'habitude de dire que quand vous êtes très aligné sur ce schéma-là, en fait, comme chez Valeurs et Valeurs, on pense qu'on attire ce qu'on vibre, en fait, vous avez presque moins besoin de communiquer puisque les gens, c'est tellement évident, même implicitement, ce que vous dégagez, là, vous apportez de la valeur, que en fait, ils viennent vous chercher pour ce pourquoi vous êtes bon et vous rentrez dans une spirale vertueuse qui est absolument exceptionnelle. Voilà, donc nous, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Alors là, je vais pas avoir le temps d'en parler. Je vous donne un peu, nous, on est persuadés que les pédagogies, elles doivent évoluer, donc on n'est plus à transmettre des compétences de manière pédagogique. Je déteste d'ailleurs faire des PowerPoint comme je suis en train de vous faire. Et donc, on fait ça assis dans un canapé à faire des exercices, on fait ça avec des jeux décorrélés, on fait ça avec des partages, on fait ça avec des cadeaux, puisque c'est vraiment important pour nous. Et l'objectif, c'est que chacun ressorte en ayant conscience de sa place et de son utilité dans le collectif, qu'il puisse mettre en place des actions qui participent à sa création de valeur et qu'il puisse mieux communiquer autour de sa valeur ajoutée dans l'entreprise. Voilà. Et donc, collectivement, ça nous amène plus de performance, plus d'épanouissement, plus de communication et plus de fidélisation, qui sont quand même des gros enjeux importants. Donc voilà, donc je pense que on vous enverra tout ça après si vous avez envie, etc. En tout cas, moi, je voulais vous faire la boucle entre ce qu'on vit en ce moment, ce que ça engage de transformation culturelle, c'est-à-dire de choses qui sont un peu moins palpables que des vraies compétences ou qu'on peut dire des changements de métier liés à l'intelligence artificielle, et qu'on puisse comprendre les leviers qu'on a pour accompagner quand même chacun à se sentir mieux dans cet endroit où parfois on sent de la fatigue, de la lassitude, du désengagement, du découragement, alors qu'en travaillant ça, on peut vraiment créer des endroits d'envie, de plaisir, de joie, ce que je vous souhaite profondément de vivre. Il est midi pile. Voilà, je suis ravie d'avoir réussi à tenir le challenge. Est-ce que certains ont des questions, des remarques Oui, tout à fait. Je vois un commentaire où effectivement, on revient à des choses assez essentielles. Donc, il n'y a pas de recette magique. Finalement, le sujet, c'est comment on remet l'essentiel et on réaccompagne à partir de l'essentiel. Donc, effectivement, c'est des mots qui sont très importants pour nous. Donc, voilà. Et merci à tous ceux qui sont venus. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Et puis, au plaisir de vous recroiser de visu. C'est quand même toujours plutôt agréable. Bonne journée.